présentation de Didier Garnier et puis qui sera suivie par Patrick Loison d'Inoxa, qui est attendu par la terre entière, hein, donc qui nous donnera sa vision du marché des engrais, sur le pourquoi des prix aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'on peut, sans avoir de boule de cristal, attendre pour les prochains mois. J'ai tendance à dire, on va accueillir Didier, en attendant que Didier arrive, j'ai tendance à dire que heureusement que le prix des céréales et oléoprotéagineux est élevé, parce que quand on voit le prix des intrants, ben, on en parle tous les jours avec vous, ça devient très très compliqué. Donc Didier, je vous laisse la parole pour la partie appro. Je vous remercie Laurent, je vous souhaite tous une bonne journée. Et donc je vais vous présenter la partie approvisionnement. Un petit rappel, donc l'année dernière, on a fini avec un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros par rapport à l'année précédente où on était à 63 millions. Donc on a deux segments qui sont à peu près identiques, qui sont celui des engrais et des produits de protection des plantes, et un segment semences appro qui est aux alentours de 11 millions d'euros. Donc, pourquoi cette baisse de chiffre d'affaires? Déjà, dans un premier temps, on a une baisse des volumes d'engrais d'à peu près 8 000 tonnes l'année dernière. On a eu un coût unitaire de la tonne plutôt historiquement faible l'année dernière. Donc, ça a eu une incidence obligatoirement sur le chiffre d'affaires global de l'activité engrais. Et dans ce schéma-là, on a eu plutôt un volume stable en azoté sur la coopérative, à peu près 75 000 tonnes d'engrais azotés, dont 37 000 tonnes de solutions azotées. Ensuite, on a une baisse assez significative des organiques, à peu près 6 000 tonnes, et une légère baisse des PK. Cependant, il faut savoir que l'année dernière, les PK étaient plutôt sur des prix historiquement bas. Et cette année, comme on l'a vu dès le début de la campagne, on a eu un relèvement très très significatif de ces engrais. Concernant la partie appro, on a une baisse significative des ventes et les raisons principales, c'est le stock en ferme qui était très important suite aux problèmes climatiques de 2019. Il faut savoir qu'on avait eu énormément de pluie et une grosse partie des herbicides d'automne n'avaient pas été appliqués. Ensuite, on a eu plutôt un printemps sec en 2020 avec une pression maladie très très modérée et une pression insecte également faible. Donc tous ces éléments-là ont permis de limiter les interventions en culture et les coûts d'application. Concernant les semences en 2021, donc l'année dernière, on a fait plutôt une très très bonne année. Essentiellement, on avait des qualités exceptionnelles, que ce soit en céréales à paille ou sur maïs. On a fait des ventes records sur la coopérative avec plus de 40 000 doses vendues, dont 35 000 doses de grains, donc avec une augmentation des surfaces de 15%, et un marché méthanisation qui se développe de manière importante, avec le démarrage de plusieurs unités. Et donc, on a fait plus de 6 000 doses de maïs méthanisation, soit 5% de plus. On a eu également l'année dernière un automne, du fait que l'automne était mauvais, on a eu un report sur des orges de printemps plutôt très, très important. Concernant les services, on est sur la deuxième année d'installation de notre politique service. Et donc, on a à peu près 688 sociétaires qui souscrivent à notre offre politique commerciale. On a vendu 437 packs Agile et packs Sérénité Bio. Donc ça, c'est des packs qui regroupent l'ensemble de nos offres de services. À côté de cela, on a vendu 483 offres de services indépendantes, que ce soit de l'agronomie, du réglementaire, ou de la logistique. L'ensemble de toutes ces offres de services représente un chiffre d'affaires d'1 155 000 €. Les services, dans les services, on a notre fameux pack performance. Donc c'est un pack qui permet d'apporter de la plus-value ou de l'efficience sur votre exploitation. Et donc dans ce pack performance, on a développé des prestations d'audit qualité, c'est-à-dire un suivi du stockage, mais également, par exemple, de déterminer si la ventilation est performante.
On a développé également toute une partie sonde thermométrique avec une société qui s'appelle Quanturi. Ensuite, on a développé aussi nos offres économiques. Vous savez qu'on a un expert qui s'appelle Alain Randon qui peut vous accompagner dès que vous avez une question économique sur votre exploitation. Ensuite, on a une partie EPI et cours de ferme qu'on renouvelle tous les ans avec de nouvelles offres. Donc, rapprochez-vous de vos technico-commerciaux pour valider et souscrire et prendre, du fait que c'est dans notre offre commerciale, ces différents produits. Ensuite, on a une offre agronomique concernant le diagnostic fertilité des sols avec des analyses de fosses pour voir s'il n'y a pas des compactions de sol, et également des tests de résistance régras ou vulpin à différentes matières actives. Concernant, alors là je vais passer sur la nouvelle campagne et le dossier engrais. Donc les points de vigilance aujourd'hui qu'on a eu à tenir au niveau de la coopérative, c'est de couvrir le besoin de nos sociétaires. Et la problématique primordiale, ça reste les produits azotés, aussi bien la solution azotée, l'ammonitrate ou les NS, donc les engrais soufrés. Aujourd'hui, on est en possibilité de vous dire qu'on a couvert l'ensemble des besoins des agriculteurs. Couvrir, c'est une chose, mais le problème, c'est d'avoir le produit en temps et en heure dans nos silos. Donc notre stratégie, ça a été d'utiliser au maximum nos outils de stockage, de conditionnement pour rentrer la marchandise au plus tôt. On a utilisé également des stockages fermes pour pouvoir mettre un maximum d'ammonitrate 27 en stock et de bonne heure. Donc par l'intermédiaire de notre centrale, on a acheté au plus tôt les différentes formules. Et aujourd'hui, notre souci majeur, ça reste la logistique et de trouver les camions pour pouvoir approvisionner l'ensemble des marchandises. On a aussi développé un conditionnement Big Bag à chaume. Il faut savoir que depuis cet été, on avait un stockage à Gouet qui s'est arrêté, donc avec d'autres entreprises. Et donc, on est obligé de trouver des solutions alternatives pour pouvoir compenser cette problématique. Alors, additionné à la problématique du surcoût des engrais de cette année, le challenge est très, très important. Il faut savoir qu'on a en sachet plus de 12 350 tonnes à chaume, alors essentiellement des azotés, du DAP et de l'urée. Ça représente 18% des volumes granulés de la coopérative NPK. Et c'est une augmentation en termes de volume de 145% par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était notre galop d'essai en termes de conditionnement sur ce site. L'avantage du site de Chaume, c'est qu'il est en plein milieu de notre zone de chalandise et qu'en termes de coûts de transport, cela nous permet de les limiter. Donc tout ça, l'objectif, c'est de pouvoir vous assurer une mise à disposition des marchandises en temps et en heure et de pouvoir vous les livrer en ferme. Alors, je ne vais pas aller très très loin dans le dossier engrais parce que j'ai Patrick Loison qui est notre acheteur Inoxa, qui est un vrai professionnel du dossier, qui va vous faire une belle présentation sur l'ensemble des différents marchés d'engrais. Et donc, sa présentation vous permettra d'avoir une vision claire de cette année sur ce marché. Le point crucial, comme je vous l'ai expliqué jusqu'à présent, c'est la problématique logistique. On a des mises à disposition au départ des usines. Donc derrière, il faut trouver les camions. Et sincèrement, en ce moment, c'est très très compliqué. On a une grosse pénurie de camions. Et donc, derrière ça, il faut savoir que quand vous avez une mise à disposition d'un contrat auprès d'une COP, si on n'est pas en mesure de l'exécuter dans un certain temps, ils peuvent nous annuler le contrat. Alors, si on a des contrats à acheter de bonne heure et plutôt à des bons prix, ça fait très mal au cœur de ne pas pouvoir les honorer. Et puis, ce que je souhaiterais également, je souhaiterais alerter les agriculteurs, c'est sur la solution azotée au printemps, où cela risque d'être très très compliqué, donc déjà du fait de la logistique et certainement de la mise à disposition des marchandises dès ce printemps à Rouen. Donc soyez vigilants, dès que vous allez commencer à vider vos cuves,
d'anticiper le réapprovisionnement de ces cuves, parce que sincèrement, je pense qu'on peut avoir des délais aux alentours de 2 semaines. Concernant les produits de protection des plantes, alors j'aurais tendance à dire que ça fait un peu comme les engrais. Aujourd'hui, si vous ne commandez pas de bonne heure, eh ben, vous n'êtes pas sûr d'être livré, quoi. Donc, on a fait de nombreuses réservations très précoces. Il faut savoir qu'il y a des réservations qui se font depuis déjà 10 mois sur des produits qui seront consommés ce printemps. Et dans un deuxième temps, on est obligé d'acheter des gros volumes parce que bien souvent, on est contingenté. C'est-à-dire vous commandez 100 et derrière, on ne vous affecte que 50. Donc, c'est un peu un exercice compliqué et qui se rapproche un peu des engrais cette année. C'est-à-dire qu'avant, en termes de produits phyto, il y avait très très peu de pénurie. Et là, je pense qu'on est rentré dans un autre schéma d'approvisionnement en termes de produits phytosanitaires. Concernant les semences, pour cette année, comme vous le savez tous, on a eu de grosses difficultés de livraison en ferme. Donc ça s'explique par plusieurs points, hein. Déjà une moisson tardive, on avait à peu près 15 jours de retard. Il faut savoir qu'une semaine de retard, c'est à peu près 25 000 quintaux qui ne sont pas produits dans l'usine. Donc obligatoirement, soit on est en capacité d'augmenter nos volumes pour compenser, ou soit on est obligé d'allonger la campagne pour pouvoir livrer tout le monde. Donc sachant que l'usine est plutôt saturée, l'objectif quand on a un outil de production, c'est de le saturer au maximum. Obligatoirement, ça a été très tendu en termes de livraison. On a eu des volumes à fabriquer conséquents, c'est-à-dire qu'on a fait une tarification sur un blé en début de campagne au mois de juillet avec un prix que vous connaissez. Et en fonction de l'évolution du marché et de la hausse du prix du blé, les agriculteurs se sont confortés dans des achats de semences certifiées. Donc on a augmenté les volumes de vente chez nos agriculteurs. On a eu pas mal de problèmes de qualité avec les pluies. Il faut savoir que tous les blés très très alternatifs, on a eu des soucis de germination. Donc on a travaillé des lots qu'on n'a pas pu mettre en marché du fait qu'ils ne germaient pas, des triticales également et des blés durs. Voilà. D'un autre point de vue, on a eu une logistique interne et externe très tendue. Hein. Donc il y a plusieurs causes. Hein. Déjà le transport, on manquait de camions. Et dans un deuxième temps, avec la pression et le gros volume à passer, on a eu pas mal de soucis de main-d'œuvre avec des gens qui sont arrivés qui ne maîtrisaient pas forcément certains dossiers. On fait notre mea culpa. Sincèrement, on est en train de faire un audit pour trouver des pistes d'amélioration et vous servir de meilleure manière dès l'année prochaine. Voilà pour la partie semences. Mais cependant, on a quand même des satisfactions. Il faut savoir que les volumes de semences sont bien plus importants que l'année dernière. En l'espace de 2 mois et demi, on a sorti près de 27 500 tonnes et on a une progression des ventes de 1%. Faut savoir que Valfrance a réussi à vous fournir les grands produits jusqu'au bout. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Hein. Donc on a été en possibilité de fournir du chevignon, de l'extase et de la faro, même si c'était en difficulté en termes de logistique. En tout état de cause, nos sociétaires ont pu bénéficier de l'ensemble de ces produits. Voilà. Dernier point, vous savez qu'on fait des prestations pour des donneurs d'ordre autres. Donc l'exemple, c'est Syngenta, on produit des orges hybrides de manière importante. Et donc on a assuré également la prestation pour ces donneurs d'ordre. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la place à Patrick, qui est vraiment un professionnel des engrais et qui est notre acheteur pour l'ensemble de notre union d'achat Inoxa. Je vous remercie et puis je laisse la place à Patrick. Et après, n'hésitez pas pour toutes les questions, on est à votre disposition. Très bien, merci beaucoup Didier. Bonjour à tous, merci. Effectivement, le conseil d'administration et la direction de Valfrance m'a demandé de venir intervenir ce matin pour vous parler des fertilisants. Effectivement, c'est un sujet prégnant cette année. Les sollicitations sont importantes sur ce sujet, eu égard à l'évolution des cours évidemment et un aspect logistique dont vient de parler Didier. Donc moi, je vais vous parler du contexte des fertilisants, les raisons de la hausse, vous expliquer quand même pourquoi on en est à des niveaux
tels que ceux-là, et vous donner un peu de perspective sur les marchés, comme ça a été le fait dernièrement au niveau du marché des céréales. Donc avant cela, une présentation très rapide d'Inoxa. Donc Inoxa, c'est quoi? Inoxa, c'est une union régionale d'achat qui est une très jeune entreprise. On a un peu plus d'un an. Inoxa a été créé le 1er juillet 2020 et Inoxa résulte de la fusion de deux unions régionales, SICAPA et Union Terre de France. Et aujourd'hui, 100% des adhérents ex-SICAPA et ex-UTDF forment Inoxa. Donc vous voyez le secteur d'activité, il va au sud de Montargis, le plus au sud à Montargis jusqu'à la frontière belge, et le plus à l'ouest, Le Havre, jusqu'à Reims, à peu près. Voilà. En termes de chiffres, rapidement, c'est à peu près 2 millions d'hectares couverts, 30 000 agriculteurs, 750 millions d'achats en agrofourniture, ça c'était le chiffre d'affaires de l'an dernier. Pour votre information, ce sera sensiblement le chiffre d'affaires des fertilisants de la campagne 21-22. Donc le chiffre d'affaires de 21-22 sera supérieur. Et il y a 22 associés distributeurs. Donc, et nous sommes la première union régionale d'achat de France. Sont traités dans le cadre d'Inoxa les produits de protection des plantes, les semences hybrides, les intercultures, les fertilisants et certains produits d'élevage, je pense notamment aux ficelles, aux bâches, ou ces choses-là. La liste des associés d'Inoxa, vous la voyez, je ne vais pas la décrire. Elle est explicite sur cette diapositive. Une des caractéristiques d'Inoxa, c'est la cohérence logistique sur le territoire. On a un territoire assez compact sur notre zone de chalandise. Voilà. Au niveau des marchés des fertilisants, les fertilisants, un monde en mouvement perpétuel, évidemment, sans doute un peu comme celui des céréales que je connais moins. Une mondialisation au quotidien. Sachez qu'il n'y a pas ou peu de production de fertilisants en France. Donc on est branché sur le marché mondial au quotidien. Il y a un certain nombre de produits qui viennent des USA, qui viennent de Chine, qui viennent des pays baltes, de Russie et autres. Donc aujourd'hui, une mondialisation avec tous les effets Covid ou post-Covid qu'on a connus qui interfèrent sur les marchés des fertilisants. Des mesures protectionnistes de plusieurs pays, on se rend compte depuis peu que les fertilisants deviennent un outil stratégique très important. On a en très peu de temps 4 pays qui ont annoncé des mesures de protectionnisme. Le premier, c'était la Chine, qui a décidé d'arrêter 100% des exportations de tous les fertilisants à partir du 15 octobre dernier. C'est-à-dire que depuis cette date, il ne sort plus 1 kilo de fertilisants de Chine. Ils en importent, mais ils n'en exportent plus. La Russie, elle, a mis des quotas d'exportation. J'ai entendu tout à l'heure que c'était le cas au niveau des céréales depuis le 10 novembre. Donc là, c'est un peu plus compliqué qu'au niveau de la Chine. C'est par produit, par fabricant. Donc c'est assez lourd administrativement, mais ça contraint les exportations de la Russie. Les USA sont en train de mettre en place une taxe anti-dumping sur certaines origines en solutions azotées. Ça a été le cas de l'Europe, je vais y revenir, il y a quelques années. Et là, les États-Unis sont en train de faire à peu près la même chose et ils mettent des taxes, notamment sur les produits russes. Et donc l'Union européenne a mis une taxe anti-dumping sur la solution azotée. Ce n'est pas sans doute ce qu'elle aura fait de mieux. On en mesure les conséquences aujourd'hui, mais je vais y revenir derrière. Des restructurations en cours au niveau des fabricants, des fertilisants. Didier a évoqué le site de Gouet qui vous concernait directement, qui a fermé. Donc ça, on ne peut pas le qualifier de fabricant, c'était plutôt un stockage. Par contre, un des gros fabricants français qui s'appelle Boralis est en vente depuis un an. Et on a la nouvelle depuis peu que la vente serait réalisée. On attend le nom du repreneur incessamment sous peu. Donc ça, c'est impactant. Boralis, c'est 3 usines en France. C'est 2 usines en Allemagne et une vingtaine de dépôts satellites sur le Rhin et sur le Danube. Donc ce sera impactant. D'autres choses qui sont dans les tuyaux aujourd'hui au niveau des restructurations, tous les fabricants qui ne détiennent pas de matières premières aujourd'hui sont structurellement en difficulté. Donc il y en a un certain nombre en France pour lesquels on nourrit quelques inquiétudes. Des contraintes réglementaires françaises à contre-courant. Je ne vais pas développer ce sujet-là, mais franchement, on a vraiment l'impression que les décisions réglementaires qui sont prises vont clairement à l'encontre du développement de la fertilisation en France et de votre capacité à fertiliser correctement vos parcelles. Il y a un certain nombre d'éléments par rapport à la pollution de l'air, par rapport aux évaporations d'ammoniac. Il y a un certain nombre de contraintes réglementaires qui vont tomber et pour la première fois, je pense que les stockages en ferme vont être concernés sur les produits azotés de
de haut dosage. Donc un certain nombre de choses qui ne viennent pas nous faciliter la tâche. Inoxa, un gros intervenant sur un tout petit marché, je vais y revenir derrière, et un avenir incertain parce qu'aujourd'hui, quand les prix sont à ce niveau-là, je l'ai entendu en céréales tout à l'heure, il peut tout se passer. On peut avoir des modifications de flux subites et violentes, et on le vit sur un certain nombre de produits. Donc voilà, un avenir assez incertain en termes de fertilisation. L'évolution de la consommation par zone géographique au niveau des fertilisants, si on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu les évolutions mondiales, l'Afrique, vous voyez, ça c'est sur la campagne l'horizon 2024, on attend 30% de production, de consommation d'engrais supérieure en Afrique. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais ils partent de très loin. Donc voilà, on voit quand même que l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Amérique latine sont des pays et le sud de l'Asie qui vont augmenter fortement leur consommation de fertilisants, alors qu'on voit en bas de ce graphique-là que l'Europe, elle, va baisser plutôt de l'ordre de 1%, 1,5% au niveau de la consommation des fertilisants. Ce graphe est intéressant. On voit la demande par zone. Donc on voit la Chine, qui est la courbe bleue, sur un horizon de temps d'à peu près 10 ans. Vous avez l'Inde, ensuite les USA, l'Europe, le Brésil et le reste du monde. Vous voyez quoi? Vous voyez qu'aujourd'hui, la Chine reste le principal consommateur de fertilisants. Alors c'est exprimé en millions de tonnes de nutriments. Donc c'est en millions de tonnes de N, de P et de K. Ce ne sont pas des produits. On a une consommation en Chine qui a plutôt tendance à stagner, voire à baisser un peu. On a à l'inverse l'Inde qui progresse très très fortement de 13%. On a ensuite les USA qui progressent de 4%. Et on voit en bas la courbe noire et la courbe jaune qui se superposent. Mais sauf que la courbe noire, c'est l'Europe, on parle d'un continent. Et la courbe jaune, c'est le Brésil, c'est un seul pays. Et on voit aujourd'hui que le Brésil consomme autant de fertilisants, voire même un peu plus maintenant que l'Europe. Donc avec une courbe très ascendante à plus 13% de fertilisants. La France, aujourd'hui, si on essaie de la positionner sur cette échelle-là, la France représente à peu près 0,7% des volumes mondiaux. Donc, vous dire c'est là où je vous disais que Inoxa est un gros intervenant sur un tout petit marché. 0,7% des volumes mondiaux, c'est faible. Et ce qu'il faut noter, c'est que la consommation mondiale augmente de 1,1% par an. Donc, ça veut dire que chaque année, le marché augmente plus que la consommation de la France, avec des zones, on le voit, telles que le Brésil ou telles que l'Inde, qui sont capables d'accepter des prix souvent supérieurs aux nôtres et des logistiques beaucoup plus simples que les nôtres. Donc, positionnement de la France, plutôt en délicatesse sur le marché des fertilisants. Au niveau des prix agricoles, je ne vais pas y revenir, c'était largement exprimé par votre vendeur céréales. Juste vous dire que on a là le maïs aux États-Unis, le soja aux États-Unis et ainsi de suite. L'augmentation des prix des matières premières agricoles a généré avant l'Europe, à l'est, côté Asie, et à l'ouest, côté Amérique latine et un peu Amérique du Nord, une intensification de la consommation des fertilisants. Pourquoi? Parce que les agriculteurs de ces régions-là ont eu la capacité à augmenter leurs revenus. Et ils ne se sont pas posé la question de savoir si les engrais étaient chers ou pas. Ils se sont dit, avec une augmentation des produits hectares telle que l'augmentation des prix leur proposait, ils se sont mis à surconsommer, ils se sont mis à surconsommer avant nous. Et ils ont fait augmenter la demande avant que l'Europe puisse se positionner. Donc c'est pour ça qu'on a couru un peu après l'augmentation des prix depuis cette période-là. Cette diapo, elle est basique, vous la connaissez tous, c'est toute la géographie mondiale qu'on a appris tous à l'école, où on voit l'Europe et la France plus particulièrement, qu'on a l'habitude de positionner au centre du monde. Sauf que la vision des fertilisants, c'est pas du tout ça. La vision des fertilisants, c'est plutôt ça. Je vais vous expliquer pourquoi derrière. Donc on voit que la France, qu'on imagine nous au centre du monde, finalement elle n'est pas du tout au centre du monde. Elle est plutôt, suivant comme on tourne la carte, très à l'ouest ou très à l'est. Là c'est plutôt très à l'est, à l'ouest pardon. Mais surtout, elle est très très loin du centre de gravité des fertilisants. Aujourd'hui, la première zone de consommation, c'est l'Asie. On englobe l'Inde, la Chine et une partie de la Russie. Et la première zone de production, c'est plutôt l'Amérique du Nord. Je veux dire plutôt le Canada, les États-Unis et une partie de l'Amérique centrale. Et
entre ces deux zones-là, il y a à peu près 60% des échanges mondiaux qui se réalisent. Alors inutile de vous dire que quand on est en France, on est très loin de ça et que logistiquement, ça a des impacts. On le voit sur ce graphique-là. Je vous ai mis la France et 3 origines particulières. L'Égypte, plutôt pour l'urée, sur lequel on a une augmentation du fret de l'ordre de 45 $ la tonne. Le Maroc, plutôt pour le phosphore, où on a 40 $. Et les pays baltes, au sens large, plutôt pour l'azote, solutions azotées et amont d'import, où on a une augmentation de 30 $ la tonne. Donc le fret des vracs a augmenté fortement vers la France. On le voit sur ce graphe-là, je ne vais pas le détailler, on a différentes origines. L'origine qui nous concerne le plus, c'est la courbe bleue. Et on voit de toute façon, d'une manière générale, le coût des frettes maritimes a fortement augmenté d'une manière générale. Voilà. Si on regarde un peu maintenant les données macroéconomiques, l'élément moteur de la hausse des fertilisants, c'était l'énergie. Le prix des céréales n'est pas la cause première de la hausse des fertilisants, c'est un support à cette hausse. À partir du moment où le prix des céréales est élevé, les fabricants d'engrais estiment que les agriculteurs ont plus les moyens pour payer des fertilisants chers que quand le prix des céréales est bas. Par contre, ce qui est un vrai support au coût des fertilisants, on va voir pourquoi derrière, c'est l'énergie et plus particulièrement le gaz qui concerne directement les produits azotés. Si j'arrive sur les produits azotés, vous avez là le process de fabrication de tous les engrais azotés et le schéma de base diffère quand on est vers le bas du graphique, mais par contre, l'origine est toujours la même. L'origine, c'est d'aller capter l'azote de l'air et de craquer les molécules avec une énergie. Alors, dans le passé, c'était le charbon, c'est encore un peu utilisé en Asie, notamment en Chine, mais de moins en moins. Le fuel, c'était presque plus utilisé. Les États-Unis continuent d'en utiliser un peu, mais l'énergie la plus utilisée pour fabriquer des engrais azotés, c'est de très loin le gaz naturel. C'est pour ça que les principales usines de fabrication d'engrais azotés sont sur les zones pétrolières, parce qu'il y a du gaz sur ces zones-là. Et regardez la partie droite, je la trouve très intéressante. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est un document qui m'a été confié par Borealis. Borealis a besoin de 800 kg de gaz naturel pour fabriquer une tonne d'ammoniac, et qu'avec une tonne d'ammoniac, on fabrique 2,5 tonnes environ de produits azotés. C'est assez variable, ça dépend du dosage de produits azotés, mais considérons que c'est 2,5 tonnes de produits azotés. Donc vous voyez l'importance du prix du gaz structurellement sur le coût des engrais azotés, et on va le voir derrière, le prix du gaz est la principale raison de l'augmentation du prix des azotés. Vous avez là le prix du gaz européen. Les Américains, eux, ont des prix de gaz très différents des nôtres. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils fonctionnent avec du gaz de schiste. Nous, c'est du gaz naturel, de deux origines. Pour les fertilisants, c'est surtout l'origine russe. Et pour la partie gaz domestique, c'est aussi l'Algérie qui arrive par le sud, et le gaz russe qui arrive plutôt par le nord-est sur notre territoire. Donc on voit quoi ? Vous voyez, c'est une courbe qui commence en 2018. Donc on a toute une période où le prix du gaz a été relativement bas, voire très bas. Vous avez matérialisé par la barre verte, même si elle s'est décalée sur la présentation. La première, c'était le prix du gaz en mai 2020 pour la morte saison 2021, et ensuite en mai 2021 pour la morte saison 21-22. Vous voyez qu'on était à cette époque-là en 21-22 supérieur à 20-21, mais on était encore dans des niveaux à peu près acceptables. Par contre, vous avez l'évolution du prix du gaz depuis, qui est monté sur mon graphe jusqu'à 125 € par mégawattheure, mais qui est même monté ponctuellement pendant quelques heures à 165 €, alors qu'on était plutôt à 20 ou 25 € en début de campagne. Donc un prix du gaz multiplié par 6 ou par 7. Et il y a eu une baisse derrière suite à une annonce de Vladimir Poutine qui avait annoncé qu'il allait fournir du gaz à l'Europe. Et là, ça se passe plus ou moins bien. J'ai entendu encore ce matin que l'Ukraine pouvait être une conséquence difficile sur la fourniture de gaz. Et on a plutôt une tendance haussière, même s'il y a beaucoup de volatilité. Ce matin, le prix du gaz était à 98 €. Donc vous voyez, on oscille entre 90 et 100 € du mégawattheure, qui sont des niveaux très élevés et qui maintiennent des prix de revient élevés au niveau des produits azotés. Le prix de l'ammoniac, deuxième élément à surveiller. Le prix de l'ammoniac, alors une des particularités de l'ammoniac, c'est qu'il n'est pas utilisé exclusivement en agriculture. L'ammoniac, c'est un produit très utilisé dans l'industriel, et on a eu une période où l'industrie, dans la période post-Covid,
post-Covid, a redémarré un peu plus vite que l'agriculture. Il y a eu une très forte demande d'ammoniac pour l'industriel et nous, on s'est réveillé derrière. Donc vous voyez une courbe qui ressemble de très près à celle du gaz qu'on vient de voir juste avant. Vous avez deux courbes là parce qu'il y a une courbe en euros, une courbe en dollars. Il faut savoir que la monnaie qu'on utilise au quotidien dans les fertilisants, c'est le dollar parce qu'on est sur des marchés internationaux. Donc la parité est un élément soit améliorant, soit défavorisant. Et aujourd'hui, on est à 12,90 ce matin, je crois. C'est très mauvais pour le prix des fertilisants. Par contre, à l'inverse, c'est très bon pour les exportations de céréales. Et tant mieux pour vous, parce que vous gagnez plus avec les exportations de céréales que vous ne perdez avec l'impact de la parité sur le prix des fertilisants. L'impact sur les produits, ben, vous le voyez. Pourquoi je vous ai mis l'urée? L'urée est le produit directeur du marché des azotes au niveau mondial. L'ammonitrate est un produit qui est utilisé surtout en Europe et en France particulièrement pour le 33,5. Par contre, l'urée est le produit le plus utilisé au monde avec à peu près 200 millions de tonnes d'urée produite et utilisée. Donc on voit l'effet de cette campagne avec des prix au mois de mai qui étaient relativement corrects et qui sont devenus très élevé au fur et à mesure de la campagne. Aujourd'hui, de l'urée vaut quasiment 920, 930 euros, alors qu'on était plutôt dans les 300 euros en début de campagne. Donc une très forte augmentation de l'urée au niveau international. Il s'en fait pas forcément beaucoup en France et encore moins dans le nord de la France. Donc c'est pour ça que je vous propose de regarder une autre courbe qui nous concerne plus directement, qui est celle du CAN 27. Là, j'ai souhaité vous mettre trois campagnes. Vous avez la campagne 19-20, qui était une année avec des prix bas, qui sont restés bas toute la campagne. La campagne 20-21, donc la campagne précédente à celle qu'on vit actuellement, où on a eu une augmentation des prix qui a commencé à partir de janvier, décembre, janvier. Et fait marquant de cette campagne, on a une expression dans notre métier qui est l'expression de dire la morte saison. Et on s'aperçoit que la morte saison qui se situe en mai, en juin, suivant les années, on a eu des prix morte saison de la campagne 21-22, donc de la campagne en cours, qui étaient quasiment au même niveau que les prix de la fin de campagne précédente. Donc on n'a pas eu d'effet morte saison ou très peu d'effet morte saison. Et derrière, dans le sillon de l'urée qui est le marché directeur, on a une ammonitrate aujourd'hui qui est montée à plus de 600 euros. Ce sont des prix vrac départ usine, donc ne transcrivez pas exactement ces prix par rapport aux prix que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, mais une très très forte évolution du prix. Certaines années, certaines campagnes, on parle plutôt de campagne que d'années, on a des produits azotés, certains produits azotés qui peuvent monter, d'autres qui peuvent être plus intéressants. Là, j'ai voulu vous montrer sur ce graphe-là, vous avez l'urée à la Palisse, donc c'est le port de La Rochelle, parce que c'est le principal port où se traite l'urée en France. Vous avez l'UAN, donc la solution azotée à Rouen, pour les mêmes raisons, c'est le principal port de solution azotée française. L'ammonitrate 33,5 et l'ammonitrate 27. Et vous voyez que les courbes ne sont pas exactement parallèles, mais qu'on a absolument toutes les formes d'azote qui augmentent à peu près dans les mêmes proportions. Il n'y a pas aujourd'hui une forme d'azote qui sort du lot et sur laquelle on pourrait vous conseiller, on pourrait vous dire, je vais dire, la solution azotée est trop chère, allez plutôt vers de l'ammonitrate, même si aujourd'hui la solution azotée à l'unité est moins intéressante qu'elle a pu l'être dans des années, dans des campagnes passées. On a sensiblement les mêmes hausses sur tous les produits, quelle que soit la forme. Donc au niveau du marché d'ammonitrate en France, aujourd'hui, il y a deux marchés, le 33,5. Le 33,5, c'est un produit franco-français. Il s'en fait absolument nulle part ailleurs, un tout petit peu en Angleterre, mais il ne s'en fait pas en Belgique, pas en Allemagne, pas en Italie, pas en Espagne. C'est un produit franco-français. La consommation baisse depuis 2-3 ans en 33,5 en France au profit de la MO 27. Et on a des fortes interrogations sur le stockage dans les années à venir. Je vous en parlais en introduction. Il y a un projet qui devrait sortir avant les élections présidentielles de l'année prochaine pour réformer tous les seuils ICPE de stockage
stockage. Et dans le projet actuel, on verra si il est adopté en l'état, les stockages agriculteurs seraient concernés. Le projet actuel, c'est de dire qu'un agriculteur ne pourrait pas stocker plus de 50 tonnes de produits azotés chez lui. Donc inutile de vous dire que ce serait très, très impactant. Donc on est en train de se battre pour essayer d'adoucir ça, mais ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, il y a eu Toulouse, il y a eu Lubrizol, il y a eu Beyrouth. Donc on est vraiment dans l'œil du cyclone par rapport à ça. Les industriels aujourd'hui maintiennent le prix du 33,5 à un niveau élevé au regard du prix du gaz, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ma perspective sur le marché azoté de l'ammonitrate 33,5, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de baisse à prévoir tant que le prix de l'urée ne corrigera pas. Juste rapidement, le prix de l'urée, il se fait à peu près 700 ou 800 000 tonnes d'urée en France. Il y a un pays dans le monde qui s'appelle l'Inde qui en importe 14 millions de tonnes. Donc on vit sur le marché de l'urée au rythme des achats de l'Inde. À chaque fois que l'Inde achète, ils achètent entre 1 et 2 millions de tonnes à chaque fois. Et juste derrière, le marché international se cale. Donc l'urée aujourd'hui, les Indiens ont acheté de l'urée dernièrement, il y a 3 semaines, ils ont acheté 1 600 000 tonnes à un prix très élevé, donc qui indexe le marché de l'azote sur un niveau élevé. Et tant que le prix de l'urée ne baissera pas, aujourd'hui, il n'y a pas de correction du prix d'ammonitrate attendu. Ammonitrate 33,5 en tout cas. L'ammonitrate 27, depuis 2 ans, à l'inverse du 33,5 qui a plutôt tendance à baisser, l'ammonitrate 27 a plutôt tendance à augmenter en volume. Inoxa est le premier acheteur d'Ammo 27 en France. On a depuis 2 ans des prix unitaires du CAN 27 qui sont plus intéressants que le 33,5. Par contre, il y a un effet volume qui intervient. Pour fertiliser votre exploitation, vous avez moins besoin de 33,5 que de 27 parce qu'il y a plus d'unités, c'est évident. Il y a un retard d'achat important en Belgique et en Allemagne. L'Allemagne est un très gros faiseur de CAN 27. Il est devant la France au niveau des volumes. Et le niveau d'achat de la Belgique et de l'Allemagne est de l'ordre de 30% de leurs besoins de la campagne. Alors que la France est plutôt entre 50 et 60, voire 70 à fin décembre. Les stocks usines sont bas, c'est évident. Et ce que je prévois pour les premiers mois de l'année 2022, c'est qu'aujourd'hui, les Belges et les Allemands qui ont besoin de quantités importantes vont se mettre aux achats, contraints et forcés. Ils ont voulu résister au prix. Ils ont perdu cette année. Par contre, ils vont devoir acheter, même s'ils en achètent peut-être un peu moins sur les zones d'élevage. Et ce que je vois, c'est qu'on va se faire concurrence entre eux et nous, la France, pour les disponibles à partir du moment où les stocks usines sont bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très clairement, au moins jusqu'à fin mars, je ne vois pas de perspective de baisse sur l'ammonitrate 27. Un point solution azotée, Didier en a touché un mot tout à l'heure. Ça, vous avez là, sur ce graphe-là, les arrivées cumulées du AN, donc c'est la solution azotée, par campagne à Rouen. Le marché France en solution azotée, c'est à peu près 2,3 millions de tonnes. Et il y en a à peu près 1,3 million de tonnes qui arrivent à Rouen. Le reste est mis à disposition sur le port de Gand pour le nord de la France et sur la Palisse pour le sud. On voit quoi? On voit que à fin novembre de 2020, il y avait 822 000 tonnes de solutions azotées arrivées sur le port de Rouen. Et on voit que cette année, en ayant comptabilisé tous les bateaux au 30 novembre, on arrive à 530 000 tonnes de produits arrivés. Donc vous voyez un déficit très important de l'ordre de 300 000 tonnes de produits manquants en solutions azotées, d'où une réflexion sur la logistique, et je valide complètement ce qu'a dit Didier tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un retard très conséquent sur l'automne. Si vous avez des besoins à exprimer pour le printemps, je vous invite vraiment à les anticiper, parce que logistiquement, on va déjà avoir du mal à retirer nos volumes d'automne. Je vous laisse imaginer la tension qu'il va y avoir pour les volumes de printemps, pour les gens qui vont se positionner au dernier moment et qui voudront des camions de solutions azotées en 48 heures pour remplir leur cuve. Ça, j'oserais dire que ce ne sera pas envisageable sur le printemps 2022. Les prix de solutions azotées, à l'image des autres prix de produits azotés. Vous avez là la campagne 2021 où on avait des prix, ça a été dit aussi par Didier, extrêmement bas. Et là, on a un peu à l'image de tous les produits azotés, un niveau de début de campagne supérieur à la fin de la campagne dernière et une hausse quasi ininterrompue depuis le début de la campagne. Et aujourd'hui, compte tenu des éléments logistiques dont on vient de parler, je ne vois pas forcément d'amélioration non plus. Ce n'est pas quand on manque de produits que le produit baisse.
une règle d'équilibre entre l'offre et la demande. Voilà pour l'azote. Au niveau du phosphore, je vais faire plus rapide. Ressources mondiales de phosphore. Le Maroc détient 75% des ressources de phosphate, de minerais de phosphate au niveau mondial. Ils en ont à peu près pour 3 siècles. Donc, c'est vous dire si on a de la visibilité sur la disponibilité du phosphore au niveau de l'avenir. Par contre, le point de vigilance qu'il faut avoir sur l'origine Maroc en phosphore, c'est le taux de cadmium. Il y a 2 origines de minerais de phosphore, soit des origines volcaniques, soit des origines sédimentaires. Le Maroc est sur une origine sédimentaire et les origines sédimentaires contiennent naturellement des taux de cadmium plus élevés que d'autres. Il y a un petit peu d'origine volcanique en Russie, mais vous voyez, le cercle est beaucoup moins important. Donc aujourd'hui, on aura un sujet dans l'avenir au sujet du phosphore. Ce sera d'enlever le cadmium, qui est un métal lourd, du minerai pour ne pas contaminer vos sols et pour ne pas avoir des résidus dans les récoltes au niveau des moissons notamment. Au niveau du prix, au niveau du phosphore, il y a 2 produits. Le TSP, donc c'est un 0,45,0 ou 46,0 et le DAP, un 18,46,0. Donc si on regarde le TSP, même chose sur les 3 dernières campagnes. Vous voyez qu'en 19-20, on était sur des prix historiquement bas. Sur le début de la campagne 20-21, on était encore plus bas. Par contre, les prix ont commencé à augmenter à partir du mois de novembre 2020 à peu près. Et cette hausse est ininterrompue depuis. On voit la courbe verte qui monte sur la fin de campagne 20-21 et la courbe mauve qui monte sur la campagne 21-22. Et aujourd'hui, même si la tendance, on a plutôt tendance à stagner, voire à moins augmenter sur le phosphore. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'enveloppe fertilisation des agriculteurs, elle n'est pas infinie. Les agriculteurs, vous allez tous couvrir vos besoins azotés, c'est un besoin vital. Le phosphore et la potasse, on le verra derrière. Je veux dire, en fonction de la trésorerie ou du budget fertilisation que vous voulez y mettre, on voit que la consommation, en tout cas la demande, a plutôt tendance à fléchir. Donc l'acceptation des hausses a plutôt tendance à se limiter. Hop là, pardon. Non. Potasse. Dernier élément, potasse. Vous avez là un graphique que je trouve très intéressant. Vous avez le monde et vous avez deux histogrammes, un plutôt bleu foncé qui représente la production de potasse et un bleu plus clair qui représente la consommation. Donc on voit quoi ? On voit qu'il y a 2 zones de production plus importantes au niveau mondial. C'est l'Amérique du Nord. Alors c'est soit le Canada, soit les USA. Les mines se trouvent soit en haut, soit en dessous de la frontière. Donc en tout cas, c'est l'Amérique du Nord qui produit à peu près 24 millions de tonnes. Et on a les pays baltes, c'est notamment la Biélorussie et la Russie, surtout la Biélorussie, qui produisent à peu près 26 millions de tonnes. À l'inverse, vous avez 2 pays, 2 zones en tout cas, qui sont très consommatrices. L'Amérique du Sud, le Brésil, donc vous voyez que l'Amérique du Sud consomme 17 millions de tonnes de potasse. Le Brésil, à elle seule, pèse 14 millions sur ces 17 millions. Donc une importance importante du Brésil, notamment à cause du soja. Et vous avez de l'autre côté du monde l'Asie qui consomme à peu près 35 millions de tonnes. Là, c'est pour les légumes en Chine qui consomment beaucoup de potasse. Chose importante et qui sert de baromètre pour nous les acheteurs, c'est de voir quelle est la proportion des capacités de production qui est utilisée par la demande. Et vous l'avez en bas, on n'a pas les chiffres 2021, mais sur 2020, la capacité de production mondiale est de l'ordre de 75,5 millions de tonnes, et on voit que la consommation était de 76,2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur cette campagne-là, on a déstocké de la potasse parce que la capacité de production n'a pas suffi à couvrir les besoins. Et si, je ne vous l'ai pas mis là, mais on a des prévisions sur les prochaines campagnes, on continue d'augmenter la demande. La production va continuer aussi à augmenter parce qu'il y a des nouvelles mines qui vont ouvrir notamment en Russie. Mais on est sur des taux de saturation de l'ordre de 100 à 102% de l'outil industriel. Donc, pas une vraie tension sur le marché de la potasse. Il y a des trucs bizarres dans les diapositives. Voilà l'évolution du marché mondial de la potasse. Vous avez le prix brésilien aujourd'hui qui est le plus élevé au monde et ce sont des gens qui importent, je vous l'ai dit, 14 millions de tonnes. Vous avez les USA qui, eux, sont producteurs
qui payent un peu moins cher. Vous avez l'Asie. Par contre, l'Asie, Brésil, USA et Europe, nous sommes sur de la potasse granulée. L'Asie est surtout sur de la potasse poudre. Donc la différence de prix s'explique comme ça. Et on voit que le prix brésilien est infiniment plus élevé que le prix européen, ce qui n'est pas forcément normal. 14 millions de tonnes au Brésil. La France, c'est 375 000 tonnes de potasse. Et pour autant, le prix européen est encore inférieur au prix brésilien. Sa tendance, voilà, c'est ce graphe que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, sont presque les chiffres à jour. Il y avait 180 € la tonne de plus pour la potasse au Brésil par rapport au prix de la potasse en France. Et pourtant, il y a des consommations infiniment plus importantes au Brésil qu'en France. Donc, quand vous êtes producteur industriel, producteur de potasse, vous avez un bateau qui est chargé au départ de votre usine, vous avez le choix de l'envoyer au Brésil ou de l'envoyer en Europe. Avec un graphe comme ça, vous n'hésitez pas beaucoup. Moi, c'est la première année où je n'ai pas eu d'offre pour acheter de la potasse pendant plus de 3 mois. Pendant plus de 3 mois, le marché français, européen et français précisément, n'intéressait pas du tout les industriels, pour la raison que vous avez sous les yeux. Ils avaient des logistiques, ils font des bateaux de 25 à 35 000 tonnes à destination de la potasse. Nous, quand on achète 10 000 tonnes de potasse en une seule fois, c'est déjà beaucoup, et on le paye 180 € moins cher. Donc, vraie tension sur le marché de la potasse, et je ne pense pas non plus que ça va se diminuer à très court terme. Voilà. Si on essaie de faire un peu la synthèse de tout ce que je viens de vous dire, si on essaie de définir des perspectives à court terme, c'est tout aussi compliqué de faire des perspectives en fertilisant que ça l'est en céréales. J'ai écouté l'intervenant en céréales tout à l'heure. Il a donné une tendance, je vais moi aussi vous donner une tendance. Sur les engrais azotés, je vous l'ai dit tout à l'heure, le contexte offre-demande est déficitaire à court terme. On cherche encore des tonnes d'azote. Les stocks sont bas en usine sur les azotés granulés. Le marché de l'urée est orienté à la hausse jusqu'à fin du printemps, peut-être pas, mais au moins jusqu'à février-mars. Donc, sur la période d'utilisation des fertilisants azotés, moi, je ne vois pas de perspective d'amélioration de prix. Aujourd'hui, on est à des prix élevés, donc méfiance de ne pas se charger sur des prix élevés, mais par contre, le pendant de ça, c'est de ne pas manquer, notamment sur des produits azotés. Donc aujourd'hui, la stratégie d'achat qu'on a au niveau d'Inoxa avec nos coopératives associées, c'est de dire on couvre les besoins, Didier en a parlé tout à l'heure, mais on se limite à couvrir les besoins, on ne prend pas de longueur sur des prix comme ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, pas de perspective de baisse à court terme sur les engrais azotés. Marché de l'ammonitrate, retard d'achat, je vous l'ai dit. Marché de solutions azotées à surveiller. Il y a l'évolution du prix du gaz européen. Ce matin, j'écoutais encore que le prix du gaz a remonté. C'est très fluctuant, mais ça a remonté. Et aujourd'hui, l'élément important, c'est que les fabricants n'ont pas de visibilité sur les prix du mois de février ou du mois de mars en gaz. L'hiver, le prix du gaz est plutôt élevé parce que la demande domestique est élevée. Mais pour autant, on n'arrive pas à avoir d'achat à terme sur le prix du gaz. Donc, on a des difficultés à obtenir des prix de solutions azotées pour des horizons logistiques février-mars. Donc, avec le goulot logistique qu'on a, c'est un élément de tension du marché. Donc, qui dit tension du marché, qui est plutôt un élément de fermeté. Je ne dis pas de hausse, mais je dis de fermeté. Aujourd'hui, la solution azotée est déjà extrêmement chère. Je ne vois pas de progression de prix très importante. En tout cas, je ne vois pas de baisse du tout. Donc, je reviens sur ce que Didier disait tout à l'heure. Si vous avez des besoins et si vous avez de la place, je vous invite vraiment à anticiper ces choses-là. Il y a un sujet qu'on surveille aussi, c'est la taxe anti-dumping aux USA. Alors ça, paradoxalement, ça peut être peut-être une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire que si les USA deviennent une destination un peu moins intéressante pour les fabricants russes notamment, on pourrait peut-être retrouver un peu plus de volume au niveau de l'Europe. Par contre, la taxe aux USA ne sera pas mise en place avant le mois de mars. Donc des achats mars pour la campagne en cours, autant dire que la campagne sera terminée. Quand vous avez utilisé de la solution azotée au mois de mars, elle a été achetée 1 mois ou 2 mois avant, le temps de mettre la logistique en place. Donc voilà. Et un gros point de vigilance, je le redis, sur la logistique solution azotée. Au niveau des engrais phosphatés, pas d'amélioration à attendre tant que la demande internationale sera soutenue. Il y a un élément qui est important, c'est que la Chine est un exportateur de produits phosphatés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le 15 octobre, la Chine n'exporte plus rien du tout, donc plus d'engrais phosphatés non plus. Il y a une vraie tension aujourd'hui. Les Marocains, qui sont les principaux fournisseurs,
croule sous les demandes. Je les ai eues encore hier pour la livraison d'un bateau que j'ai acheté sur l'automne qui tarde à arriver. Et on sent vraiment qu'aujourd'hui, ils ont un carnet de commandes qui est très fourni. Et le marché français ne les intéresse pas du tout. Ils sont sur des produits comme l'Éthiopie, le Bangladesh, l'Inde, la Chine, avec des logistiques infiniment plus rémunératrices que nous. Je vous l'ai dit, point de vigilance sur l'avenir, le cadmium, c'est un sujet dont on reparlera. Il y a eu une émission il y a quelques semaines sur ce sujet-là qui était très orientée. Je ne veux pas cautionner cette émission-là. Par contre, il y a un vrai sujet sur le sujet cadmium et la réglementation européenne s'est emparée de ce sujet. Donc on aura des nouvelles normes sur le cadmium qui vont tomber prochainement et qui seront restrictives. En 2 mots, on peut enlever du cadmium du minerai. Ça coûte entre 20 et 50 $ la tonne. Donc ça, inutile de vous le dire, ce seront les clients finaux qui paieront. Il y aura moins de cadmium dans les engrais phosphatés, mais le prix montera parce qu'il faut enlever ce métal lourd du minerai. Potasse, je vous l'ai dit, marché très inflationniste. Aujourd'hui, on sature les outils de production, donc pas non plus d'éléments d'amélioration à très court terme à attendre sur les produits potassiques. Donc vous avez le N, le P, le K. Inutile de vous dire que les combinaisons PK, NP, NPK et compagnie retrouvent effectivement toutes ces tendances cumulées. Donc pas ou peu d'amélioration à attendre, à mon sens, dans le court terme. Désolé de ces nouvelles, mais c'est les données structurelles du marché. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Donc... Patrick, je te remercie pour cette présentation très très claire. On a regardé s'il y avait des questions sur ta présentation et à l'instant T, il n'y en a pas. Donc, soit on les a assommés, soit on était complet. C'est clair. Sincèrement, peut-être qu'avec ces prix-là, c'est plutôt assommé, on va dire ça. D'accord. Concernant, on a une question quand même sur le prix de campagne du CAN 27 qui paraît élevé. Bon, il faut savoir qu'on est sur une année très très atypique et sur laquelle on ne sait pas s'il y aura des ventes ou des couvertures de solutions azotées de printemps. Et donc, globalement, au niveau de la coopérative, je pense qu'il y a eu énormément de transferts de solutions azotées sur de la CAN 27. Vous savez que nos capacités de stockage restent limitées. On a les outils qu'on a, hein, nos magasins qu'on essaye d'entretenir. On en parlera par la suite. Et donc, on a chargé au maximum tout ce qu'on pouvait en CAN 27. À ce jour, l'année dernière, on a couvert à peu près 13 000 tonnes de CAN 27. Aujourd'hui, on est entre 18 et 20 000 tonnes à couvrir. Donc, à Patrick, je l'ai sollicité pour racheter à peu près 4 000 tonnes de CAN 27 sur le printemps pour pouvoir fournir tous nos sociétaires. Donc, bien qu'on ait acheté tôt de la CAN 27, les achats qu'on va avoir au printemps seront très, très élevés. Aujourd'hui, on est à plus de 610, 620 en départ Rouen. Donc, obligatoirement, ça a une incidence sur notre prix moyen de CAN 27. Ce qu'on peut se féliciter au niveau de la coopérative, c'est que globalement, à l'instant T, on a couvert, pour ainsi dire, l'ensemble des tonnes de CAN 27. Donc, nos sociétaires ne seront pas en manque, logiquement. On a quand même des livraisons février-mars à tenir. Il faudra que nos fournisseurs nous assurent ce timing-là pour pouvoir avoir ce qu'il faut dans les silos. Mais globalement, on n'est pas en risque. Et donc, c'est sûr qu'on aurait peut-être pu tirer un meilleur prix si on avait eu plus de capacité de stockage. Et je laisserai la partie de Simon là, pour les investissements et donc du gros investissement qu'on va faire à Chaume pour pouvoir capter des marchandises plus tôt et faire bénéficier à nos sociétaires d'un prix moyen plus intéressant.